Rideau sur le 14e Forum national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. 5 jours durant, chercheurs, innovateurs et inventeurs ont fait voir le fruit de leurs travaux et génie créateurs, le tout sur fond de recherche de solutions durables aux défis humanitaires en Afrique. Les meilleurs projets ont été récompensés à la nuit de la valorisation. Ambiance à suivre. Oui ou non à l'utilisation du téléphone à l'école. La législation burkinabé a tranché en interdisant la pratique depuis 2018. L'application rencontre des résistances de la part de certains parents et élèves. Au regard des effets pervers, nous posons le débat dans le grand format de ce dimanche. Une semaine à Tchébélé, suite et fin de l'aventure ce dimanche. Avant de quitter, nous retrouvons notre équipe de reportage sur la colline sacrée de Boulmouana. Sur cette colline vivent des familles en charge de l'intronisation du chef de Tchébélé. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, une mission des Nations Unies est en visite au Burkina Faso. Arrivée dans la soirée d'hier, la mission a aussitôt entamé les concertations avec une équipe gouvernementale de 7 ministres. Par cette démarche, le système des Nations Unies veut renforcer le partenariat avec le Burkina Faso et surtout améliorer ses interventions en faveur du développement. C'est Dilare Ien et Chantal Ouedraogo. La mission onusienne présente au Burkina Faso est conduite par la directrice régionale du programme des Nations Unies pour le développement PNUD Zone Afrique. Une délégation forte de 9 représentants venus cerner la situation réelle du pays, identifier les axes prioritaires de la transition et apporter le soutien nécessaire pour juguler la crise et relancer le développement. En situation de crise ou en situation de fragilité ou en situation de transition, le développement ne peut pas faire une pause. Il faut continuer à investir dans le développement. C'est parce qu'on n'a pas assez investi dans le développement et à échelle que nous avons l'ensemble des difficultés dans la région. Donc, notre message fort, c'est le développement doit être sanctuarisé. On a voulu aussi écouter l'expérience burkinabé dans la lutte difficile qu'ils sont en train de mener et surtout voir comment on peut cadrer non seulement l'intervention du programme des Nations Unies pour le développement, mais l'ensemble du système des Nations Unies pour être en harmonie avec la vision du gouvernement, les besoins du pays et les aspirations du pays. Les premières concertations se font avec cette équipe du gouvernement. Des échanges à bâtons rompus sur la sécurité, l'humanitaire et les secteurs stratégiques du développement. Nous avons eu 2 heures d'échange sur toutes les questions concernant la transition pour permettre à l'équipe des Nations Unies de s'approprier le contexte national et de pouvoir travailler de manière plus efficace. Avec les Nations Unies, nous avons toujours très bien collaboré. Il y a eu un feedback sur les questions de mobilisation des ressources, mais aussi l'ensemble des programmes qui sont conduits en collaboration avec le système des Nations Unies. C'est une mission de 3 journées de travail sur le territoire burkinabé. L'équipe va également s'entretenir avec d'autres acteurs et les plus hautes autorités de la transition afin de capitaliser les données nécessaires et agir conséquemment. Venons-en au dernier acte du 14e Forum national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. C'est une nuit dite de la valorisation au cours de laquelle les hommes et les femmes qui apportent des solutions innovantes dans la recherche de solutions aux défis actuels du continent ont été récompensés. Des récompenses allant de 250 000 à 5 millions de francs CFA. Les temps forts de la soirée avec Franck Ouedraogo et Moussaki. Le premier prix du chef de l'État burkinabé d'une valeur de 5 millions de francs CFA revient au promoteur de la solution à cette nuit de valorisation. Une innovation réalisée par un groupe de chercheurs burkinabés à l'université virtuelle basée sur la télémédecine permettant d'apporter des soins de santé aux personnes vulnérables à distance. La télémédecine, comme son nom l'indique, c'est la médecine à distance. À travers la technologie, on arrive à faire la prestation de soins, à faire des examens complémentaires tels que l'échographie, tels que les examens biologiques, tels que faire une goutte épaisse, faire de l'anatomopathologie. Donc tout cela se fait à distance. Dr Adel Ouedraogo, chercheur à l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies de Bobo, repart aussi avec 2 prix. Le prix de la meilleure communication orale et le 2e prix du président de la transition.
Sa spécialité, valoriser les biodéchets ménagers et agro-industriels en compost pour une production agricole durable au Faso. Nous avons besoin de matières organiques pour améliorer la fertilité de nos sols. Pourtant, dans nos villes, nous avons de grandes quantités de déchets qui sont produits, qui sont constitués majoritairement de matières organiques qui pourraient être valorisées pour améliorer la fertilité de nos sols. Ces déchets, si on les valorise très bien, on peut les transformer en biofertilisants et augmenter les rendements des cultures pour une sécurité alimentaire au Burkina Faso. Au total, une vingtaine de chercheurs, inventeurs et innovateurs sont primés à cette nuit de valorisation qui marque la clôture du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT. Des acteurs qui reçoivent ici l'hommage mérité du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers son discours livré par le ministre de l'Enseignement supérieur. La vision actuelle du gouvernement fonde toute action de développement sur les résultats de recherche. Nous avons la preuve et la ferme conviction qu'une autosuffisance alimentaire est possible à très court terme pour peu que nous fassions confiance à nos produits de recherche. Et de même, dans tous les autres secteurs, nous avons également eu la preuve à travers ce FERCIT que le développement endogène du Burkina Faso est plus que possible. 144 stands, 3000 visiteurs, des panels. Le bilan est satisfaisant pour le comité d'organisation de la 14e édition du FERCIT. La contribution des partenaires et sponsors est saluée avec des attestations de reconnaissance et des trophées. Le Niger, pays invité d'honneur, et la délégation malienne reçoivent également un hommage mérité. Rideau également hier sur le colloque international de linguistique, fin de 3 jours de réflexion sur le rôle de la linguistique dans nos sociétés. Une occasion pour les organisateurs de rendre hommage aux dévanciers qui, par leurs travaux, ont contribué à la promotion des langues nationales. La linguistique hier, aujourd'hui et demain, le reportage de Draman Guéné et Benewende Frédéric Nikima. La linguistique, hier, aujourd'hui et demain, au cœur de la réflexion de ce colloque international linguistique. Un colloque pour interroger les recherches en sciences du langage sur la discipline linguistique dans sa dimension historique et sociale. Initiative du laboratoire de recherche et de formation en sciences du langage, ce colloque offre 3 jours de communication diverses pour parvenir à une linguistique au service des sociétés. Le colloque sera articulé sur 4 axes. Il y a un premier axe qui va s'intéresser à la linguistique descriptive, un deuxième axe qui va s'intéresser à la littérature, un troisième axe qui va s'intéresser à la sociolinguistique et un dernier axe qui va se focaliser sur les problèmes d'alphabétisation et de développement en rapport avec la crise sécuritaire qui persiste actuellement dans notre pays. Fait majeur de ce colloque, cette halte pour rendre hommage à des enseignants-chercheurs, des baobabs qui ont contribué au rayonnement de la linguistique au Burkina Faso, appelés aujourd'hui à faire valoir leur droit à la retraite. Il s'agit tout simplement d'amener ces aînés-là à partager leurs expériences avec les jeunes, mais également de passer le témoin, de telle sorte que la jeune génération puisse également se débrouiller. On est content de savoir que on a été utile quelque part et que les gens sont reconnaissants par rapport à cette utilité. On n'est pas près du cercueil et que l'on peut toujours être utile quelque part, on le fera toujours. Docteur Jules Kinda, docteur Mohamedou Diallo, docteur Ambroise Zungrana et professeur Pierre Malgoubri sont officiellement appelés à faire valoir leur droit à la retraite après de bons et loyaux services au profit de la communauté linguistique. Ce colloque international connaît la participation de chercheurs venus de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo, du Madagascar et du Canada.
La scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école est le combat du Forum des femmes éducatrices africaines. Pour réussir son pari, l'ONG et un consortium d'organisations de la société civile ont réuni plusieurs acteurs de l'éducation pour une réflexion. À l'ordre du jour, la mobilisation des décideurs et des populations pour relever le défi du maintien des filles à l'école dans ce contexte de crise sécuritaire. Jean-Eudes Bayala et Liradan Philippe Ada. Entre quatre murs, Elodie, 9 ans, apprend à lire et à calculer pour devenir comme Sarata, qui est déjà étudiante à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, après un parcours sans encombre. Leurs sœurs, en zone rurale, n'auront peut-être pas cette chance, car face à de forts défis sécuritaires, elles broient du noir pour la plupart. Nos parents, ayant tout abandonné dans leur déplacement, n'arrivent plus à subvenir aux besoins vitaux de leur famille. Notre continuité éducative est alors menacée. Plusieurs d'entre nous, notamment des adolescentes, ont été mariées de force. D'autres ont préféré abandonner l'école pour se retrouver dans les grandes villes du pays. Face aux dures réalités du milieu urbain, elles sont obligées de travailler dans des bars, maquis ou s'adonner à la prostitution pour pouvoir survivre. Plaidoyer donc pour nettoyer ce tableau bien sombre dans un français bien cuit grâce au forum des éducatrices africaines dont elles bénéficient d'une bourse qui lui permet d'être en terminale. C'est un combat. Nous nous sommes attaqués d'abord à l'accès en ayant donc des bourses d'études pour certaines filles. Et vous avez vu qu'il y a des filles qui se sont présentées comme bénéficiaires. Ça veut dire quoi? Que FAWE leur a permis donc d'aller à l'école, de rester et de réussir. Aujourd'hui, en tout cas, FAWE peut se dire un partenaire assez important dans le processus. Les participants sont des encadreurs et des élèves venus des régions du centre-sud et de l'Est, mais aussi et surtout des décideurs qui saluent l'initiative d'un tel forum. Une rencontre de réflexion qui est l'initiative du consortium des organisations de la société civile pour l'initiative Priorité à l'égalité, GCI du Burkina Faso, dont FAWE. Un tel cadre d'interpellation des décideurs sur l'égalité des genres dans et par l'éducation en général et la promotion de l'éducation des filles est à féliciter et à soutenir. Votre initiative est noble. Je puis vous assurer alors du soutien du ministère en charge de l'éducation. Stéréotypes sexistes, gestion difficile des menstrues, insécurité et pauvreté brisent le rêve des jeunes filles à l'école avec un impact négatif sur les taux de réussite. Une donne que FAWE se bat pour corriger dans le sens de l'équité. Assurance de la présidente exécutive de l'institution. Oui ou non à l'utilisation du téléphone à l'école, la législation burkinabé a tranché en interdisant la pratique depuis 2018, mais son application rencontre des résistances. Résistances de la part de certains parents et élèves pour lesquels le téléphone, plus qu'un moyen de communication, est un outil de travail. Mais au regard des effets pervers, nous posons le débat dans ce dossier signé Konsoun Koulibaly, Daouda Ouattara et Karim Dikenga. Il est l'heure de la pause de midi pour ses élèves. Avant de reprendre le chemin de la maison, il faut vérifier les messages et autres informations sur les smartphones. Plus qu'un outil de divertissement, ces scolaires considèrent leur téléphone comme des outils de travail. Ça nous permet de télécharger nos cours en PDF, comme on vient de le faire, de partager nos cours, de suivre les cours. Par exemple, on n'a pas encore débuté certains cours, par exemple mathématiques, donc on est obligé de télécharger les cours. Par exemple, les cours qu'on fait en classe, là, si par exemple l'élève n'a pas pu comprendre le cours, il peut rentrer dans les sites, par exemple, et sur Google, genre des sites comme ça, pour pouvoir avoir des explications plus approfondies sur les cours qu'on a fait. Cette idée est également partagée par des encadreurs et des responsables d'établissements, mais attention, pour les élèves, les revers l'emportent sur les avantages. Culture de la paresse, tricherie, dépravation des mœurs sont quelques effets pervers de ces outils de communication. Les enfants peuvent stocker des informations relatives donc aux cours qu'ils peuvent exploiter pendant les devoirs, donc dans le cadre des fraudes. Tant que l'élève sait qu'il peut tricher,
pour avoir, pendant les cours, pendant les devoirs, il peut tricher, il ne s'adonne plus aux études. Il y a la forte dégradation de la qualité de la vie collective. Avant, quand il n'y avait pas de téléphone portable, à la récréation ou bien pendant les pauses, les élèves s'amusaient entre eux, ils échangeaient, ils faisaient un certain nombre de choses qui facilitent leur épanouissement. Cependant, avec le téléphone portable, vous allez le voir, ils sont sur leur portable. Leur langage, leur habillement, leur comportement, leur manière de s'adresser aux gens, c'est ce qu'ils voient, c'est ça qui les répercute sans serrer les choses. Et ça, c'est dommage. La solution trouvée au ministère en charge de l'Éducation nationale, l'interdiction de l'utilisation du téléphone dans l'enceinte des établissements sous peine de confiscation. Un règlement en vigueur depuis 2018 et appliqué dans les différents lycées. L'année passée, je pense qu'on a eu à retirer 76 portables, 76 téléphones portables confondus. Donc, en fin d'année, on a restitué les portables aux intéressés. Donc, on fait un communiqué et on affiche tous ceux qui ont leur portable qu'on a retiré. Il y a un délai pour ça. Si vous dépassez le délai, c'est la rentrée prochaine vous allez prendre. Vous avez là des écouteurs, beaucoup d'écouteurs. Il y a aussi les téléphones Android, comme vous le constatez. Voilà. Vous avez des appareils de musique. Vous voyez. Tout ça, ils sont donc des trucs qui sont interdits. Au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou comme au lycée professionnel régional du centre, des élèves et des parents d'élèves peinent toujours à intégrer la règle dans les habitudes. Conséquence, les responsables de la vie scolaire font face à des résistances chez certains parents. Par exemple, il y a eu un cas en MI, maintenance industrielle. Un élève qui a pris son portable, scanné tout le cours du professeur. Et le jour du devoir, il a fait sortir le portable et il est en train de recopier. Donc, il a été pris en flagrant délit. Donc, on nous a amené le portable. Non seulement il a 0 dans la matière, sa maman est venue nous voir et dit non, que le portable c'est pour elle, il faut restituer. On a dit non, on ne peut pas remettre le portable jusqu'en fin d'année. C'est ce qu'on a fait. Moi-même, c'était dans ce bureau-là. L'enfant a touché avec le téléphone. Et sa camarade l'a vu en train de tricher, mais le prof ne l'a pas vu. Et quand le prof est venu lui mettre les résultats, il n'était pas satisfait de cette note-là. Il a pensé que sa camarade-là avait parlé de ça à son prof. Elle me dit quand ils sont sortis, il a fait tomber la fille, commencé à la frapper. Il l'a blessée même. Je les ai fait venir ici et appeler les parents. Le faux-type, quand le papa est venu, au lieu de se mettre de notre côté pour qu'on l'aide à éduquer son enfant, c'est lui-même qui a insisté et il a retiré le téléphone. Je ne voulais pas remettre le téléphone devant d'autres élèves qui étaient des témoins. Il s'est levé pour me frapper. Ces garants de la vie scolaire ne baissent pour autant pas les bras. À leur côté, les bureaux des associations des parents d'élèves. Eux également sensibilisent, comme c'est le cas avec ce parent venu inscrire son fils. Les premiers acteurs qu'il faut sensibiliser, c'est les parents. Parce que c'est nous qui donnons les portables aux enfants. Avoir le portable à l'école, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ça distrait l'enfant. Ça mène les enfants à d'autres pratiques. La sensibilisation, c'est aussi la première option des administrations scolaires en début d'année. La confiscation des téléphones des contrevenants intervient après cette phase. Voilà le téléphone à l'école, c'est le grand format de ce dimanche. Plus d'informations dans nos éditions du soir. La 24e conférence annuelle des agents comptables des établissements publics de l'État a pris fin vendredi dernier. Conférence consacrée à la présentation de l'état financier des établissements publics selon le nouveau corpus juridique. Des recommandations et résolutions ont été prises à l'issue des 3 jours de travaux. Quelques-unes dans ce compte rendu de Conson Koulibaly et Oumou Sissé. Un nouveau défi attend les agents comptables des établissements publics de l'État.
En 2024, ils devront produire périodiquement des états financiers, une nouveauté induite par des textes portant un régime juridique applicable aux établissements publics. Et pendant 3 jours, à l'occasion de leur 24e conférence annuelle, ces agents comptables ont échangé autour du nouveau corpus juridique de la présentation des états financiers. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'échanger sur le nouveau corpus juridique de la présentation des états financiers. Puisqu'il y a eu des changements, il faut que les acteurs concernés puissent travailler sur ces changements, identifier donc les points qui peuvent constituer des difficultés et partager des idées sur comment arriver à mettre en œuvre efficacement ce nouveau dispositif. À l'issue de ces travaux, tous sont unanimes pour un renforcement de capacité, des recommandations formulées et des résolutions prises. Il y a également d'autres mesures qui doivent être prises en synergie avec les autres acteurs de gestion des EPE. On a parlé par exemple de la contribution inestimable du comptable des matières à la production des états financiers. Donc il y aurait également peut-être une invite à ce que le comptable des matières soit nommé afin que le travail soit facilité également au niveau des agents comptables. Les agents comptables souhaitent également l'institutionnalisation d'un comité d'assainissement des comptes des EPE. Cette 24e conférence se tient sous le thème « La présentation des états financiers des établissements publics selon le nouveau corpus juridique ». L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire se rapproche davantage des souscripteurs. Un guichet est désormais ouvert à la mairie de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Un guichet qui était visiblement très attendu des souscripteurs au regard de l'affluence à l'ouverture. Images et commentaires signés de Franco Draogo et Pini Tényanou. Mairie de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Le couple Zungrana, après avoir acté son union, souscrit ici à l'actionnariat communautaire. Comme ce couple, chefs coutumiers, commerçants des marchés et yards de l'arrondissement 3, ont pris d'assaut la cour de la mairie pour cette souscription. Toute personne qui désire voir son enfant s'épanouir demain doit penser à son avenir. Voilà, nous sommes déjà grands, mais les enfants doivent assurer l'avenir de demain. Donc, pour cela, on a décidé de venir nous inscrire et aussi inscrire notre enfant. Nous lançons un appel à tous ceux qui sont déjà en tout cas mobilisés à passer, s'inscrire massivement au niveau de la mairie, parce que je crois que depuis la semaine passée, il y a l'affluence et nous allons croire que ça va continuer jusqu'au 31 décembre pour donner la chance au maximum de pouvoir en tout cas s'inscrire et disposer de leur carnet. Ce guichet de l'APEC, ouvert dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, est une volonté de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire d'être proche des souscripteurs. Vous l'avez remarqué lors de la visite du chef de l'État au niveau donc, du service de l'APEC, il l'a dit. Il va falloir qu'on se rapproche des souscripteurs afin de pouvoir prendre le maximum de personnes. Donc notre présence ici au niveau de la mairie de l'arrondissement 3, voilà donc témoin de l'engagement de l'APEC de se rapprocher donc des souscripteurs afin de faciliter la tâche à ceux qui comptent en tout cas prendre part au programme présidentiel de l'actionnariat populaire. L'APEC invite les autres arrondissements de Ouagadougou à prendre l'exemple du 3e arrondissement. L'installation des guichets APEC au sein des mairies va faciliter la souscription des populations à l'actionnariat communautaire selon les responsables de l'agence. Dénonciation des accords avec Sucre Participation, on en reparle dans cette édition avec cette fois le regard des populations de Banfora, ville haute de l'unité industrielle. Vétusté des installations, baisse significative de la production et surtout compression du personnel sont entre autres constats faits par les habitants qui espèrent que la décision gouvernementale va aboutir à la nationalisation de la SN Sosiko. Hassan Gourabou et Adama Julien Dambélé. La décision est applaudie ici, dans la cité du paysan noir. La population apprécie le rapport adopté par le gouvernement au Conseil des ministres du 25 octobre 2023 relatif à la gestion de la nouvelle société sucrière de la Komoué, SN Sosiko. Pendant longtemps, les populations de la région des Cascades ont toujours demandé la dénonciation de ces accords-là et la reprise de la SN Sosiko par l'État. Malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Si les autorités actuelles décident de venir à cela, nous on ne peut qu'apprécier à sa juste valeur. La Sosiko joue un grand rôle pour la population de Banfora. On souhaite que l'État reprend. Ça va résoudre le problème de chômage. Il y a beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas de travail.
depuis les accords qui ont été signés avec la SN Sosiko depuis les années 98, on a remarqué qu'il y a eu vraiment, la SN Sosiko a pris un coup. Et si la SN Sosiko prend un coup, ça veut dire que la région des Cascades a pris un coup. Parce que c'est le poumon économique de notre région. Un poumon économique, aujourd'hui en agonie de la vie de ses citoyens. Jadis premier employeur après l'État, la SN Sosiko fait présentement face à des difficultés énormes en termes de rendement. Cette année, nous avons eu des difficultés de production. Pour une entreprise qui produit en moyenne 30 000 tonnes, cette année nous avons produit, je dirais, environ 22 500. Ça fait un peu moins du quart sur notre production. Aujourd'hui, nous sommes autour de 500 permanents, mais avant, quand moi je venais dans les années 2000, on était à près de 1600 permanents. Les saisonniers, effectivement, c'est le même nombre. Les temporaires, c'est près de 2000. Vous voyez, Sosiko, à une époque, était le premier employeur après l'État. Donc, vous imaginez combien de personnes gagnent leur pain à travers Sosiko. Le tableau est peu reluisant pour cette société qui a fait les beaux jours de la région des Cascades. Ces anciens se souviennent d'une entreprise compétitive et pourvoyeuse d'emplois. Ils comptabilisent chacun plus de 30 ans de service au compte de la SN Sosiko. L'usine qui est là, c'est nous qui l'avons démarré en 1974. Quand c'était Social V, les employés, en tout cas, valaient 1 millier. Ils venaient de tous les coins du Burkina. Avec la privatisation, il y a eu baisse du personnel. Quand c'était géré par l'État, je peux dire que, en tout cas, c'était bien. La production était bien. Les gens travaillaient sincèrement et franchement. Chacun savait ce dont pourquoi il était là. Géré par l'État depuis les années 70, c'est en 1998 que Sucre Participation a obtenu les droits majoritaires de la SN Sosiko. Cette privatisation serait à la base des difficultés rencontrées de nos jours par la société, selon ses retraités. Avec le gouvernement, on se plaignait, il y a eu juste une réponse très tôt. Après, quand ils ont pris, il y avait complications. On se plaint, on fait tout, mais c'est chaud. Les anciens matériels qui sont à l'origine là, c'est depuis en 1975. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, il y a eu seulement des différences, un peu seulement. Même au champ, les matériels, l'irrigation, les tuyaux même pour avoir ça, c'est tout un problème. Il y a eu un peu d'évolution au début de la privatisation. Parce que du côté rendement, ça avait évolué. Mais au fur et à mesure, en tout cas, les rendements baissaient. Baisse de production, manque d'investissement conséquent et absence de développement. Tout le contraire des conditions fixées par le gouvernement lors de la cession de ses parts et de l'avis de ses citoyens, l'État doit prendre ses responsabilités en vue de donner un second souffle à cette unité industrielle stratégique pour le Burkina Faso. Quant à nos tentatives pour recueillir l'avis de l'administration de la SN Sosiko sur la question, elles sont restées vaines. Cap sur Kigali au Rwanda pour le clap de fin de la 18e édition du Prix du développement africain PADEV. 75 lauréats de plusieurs pays africains dont les actions ont impacté positivement leur pays. Au-delà, tout le continent africain ont été récompensés. Sur la liste des lauréats des Burkinabés que nous découvrons dans ce compte-rendu de la cérémonie de remise de prix. C'est avec notre envoyé spécial à Kigali, Isia Kanana. Le trophée du meilleur manager africain de l'innovation commerciale bancaire dans les bras de Thierry Ouedraogo, le directeur commercial de la BCB, une institution bancaire dont le directeur général reçoit également le prix de la Légion de développement en reconnaissance de ses nombreuses années consacrées à l'essor de la banque en Afrique. Je voudrais ainsi dédier ce prix à mes collaborateurs, à ma direction générale et à mes parents. Et ce prix, je dirais, est une invite à mieux faire et nous ne managerons d'aucun effort pour que les attentes de notre direction générale soient remplies. Pour leur fidélité à la Banque commerciale du Burkina, Dame Aminata Traoré, évoluant dans l'humanitaire, et Safura Kwanda dans la médecine alternative, se voit également couronnée. Et cela m'invite à me donner plus, à me donner à fond pour soutenir l'humanitaire dans mon pays.
parce que vous savez qu'actuellement nous traversons une crise et nous avons beaucoup de déplacés internes. Donc nous sommes prêts pour les soutenir, les accompagner pour sortir de cette crise. Ça m'interpelle encore d'être encore plus audacieux et je sais qu'avec l'accompagnement de la BCB, je vais pouvoir encore aider beaucoup de Burkinabés et beaucoup d'Africains et pourquoi pas s'implanter partout au niveau mondial. Porté par la Fondation 225, le PADEV récompense des personnes physiques et morales considérées comme des modèles et dont les œuvres impactent positivement leur pays et toute l'Afrique. Pour cette 18e édition, 75 acteurs, dont une vingtaine de Burkinabés, évoluant dans divers domaines d'activité, voient leur mérite reconnu ici à Kigali. Nous souhaitons qu'ils demeurent ces modèles que nous avons souhaités, ces modèles que nous voyons en eux pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures, parce que l'objectif en fait du PADEV à travers ces distinctions, c'est de susciter des modèles, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir des miroirs pour en tout cas nos générations à venir et que nous puissions mettre ces compétences qu'ils ont au service de toute l'Afrique et pour naturellement contribuer à bâtir notre continent. J'ai dit à ces lauréats de prendre exemple de ce pays qui est une référence en Afrique de par des institutions fortes et vraiment d'un esprit de gestion collégiale du pays. Et c'est comme ça qu'en Afrique qu'on arrivera à développer notre continent. Le PADEV 2023 s'achève donc sur une note de satisfaction selon ses organisateurs. 3 jours de rencontres B2B, de relations d'affaires et de partage d'expériences entre opérateurs économiques, jeunes entrepreneurs et autres partenaires d'affaires venus de 17 pays africains. Retour au pays pour les échos de la journée de salubrité organisée par l'état-major général des armées dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire des forces armées. Il a donné un coup de pelle et de râteau au cimetière municipal. Autre action en cours, le dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus. Le point avec Alassane Tchendribiogo et Moussaki. Cimetière municipal de Gounguen. Le chef d'état-major général des armées donne le top de départ de l'opération de salubrité. L'initiative est voulue pour exprimer la reconnaissance du peuple burkinabé aux soldats tombés pour la nation. Cette activité entre aussi dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire des forces armées nationales. La mémoire de ceux qui sont tombés, les armes dans la main, sont gravées dans les esprits pour l'éternité. Et même 100 ans après, l'armée a le devoir de se rappeler d'eux. Parce qu'ils ont accepté d'embrasser ce métier avec les risques qu'ils connaissent. Et ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Après cette opération de nettoyage du cimetière, le chef d'état-major général des armées se rend au camp Sangoulé-Lamizana. Ici, une séance de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus est organisée en faveur des femmes et des jeunes filles. C'est un événement très important pour nous qui nous permet aussi de rendre service en plus de la protection et de la défense du territoire national, dans le service à un grand pan de la société qui est le pan des femmes. Le cancer du sein et le cancer de l'utérus ici sont des maladies, des problèmes de santé publique qu'il convient de diagnostiquer à temps, de sorte à pouvoir y remédier. Soutenu par le Fonds des Nations Unies pour les populations, 1000 femmes sont attendues en ce lieu pour effectuer le test de dépistage. L'engouement de ces femmes traduit la satisfaction des agents de santé. Toutes les femmes sont conviées, femmes militaires, FDS en général, et aussi les femmes de militaires bien sûr, et toute la population environnante. Notre camp est ouvert à tout le monde. Et comme nous le savons, plus précoce sera la prévention et mieux sera le traitement, la prise en charge. J'encourage toutes les femmes à venir faire leur test. Comme on le dit, prévenir vaut mieux que guérir. La séance de dépistage prend fin le 31 octobre prochain. Les organisateurs invitent les femmes à venir se faire dépister. L'occasion est saisie par le chef d'état-major général des armées pour appeler le peuple à soutenir l'armée dans le combat pour la reconquête de l'intégrité du territoire national.
En santé, le modèle d'approvisionnement du Burkina Faso en médicaments essentiels génériques séduit le Niger. Son ministre en charge de la santé était hier dans les locaux de la CAMEG. Occasion pour Dr Hakimi Garba de saluer la coopération sanitaire entre le Burkina Faso et le Niger. Le film de la visite avec Alassane Tchendrebeougou et Benewende Frédéric Nikema. Le Burkina Faso, source d'inspiration pour le Niger en matière d'achat de médicaments essentiels génériques. C'est pourquoi le ministre nigérien de la Santé est à l'école de la CAMEG. Dr Garba Hakimi s'imprègne du modèle d'approvisionnement du Burkina en matière de médicaments et de consommables médicaux. Une visite qui entre en droite ligne de la coopération entre les deux États dans le domaine sanitaire. Les sanctions qui ont été imposées par certains chefs d'État de la CEDEAO à l'endroit de notre pays, c'est des sanctions visant à nous priver donc des médicaments essentiels pour la survie de notre peuple. En tout cas, grâce à la bonne collaboration, la bonne foi des autorités du Burkina Faso, eh bien, la rupture en produits pharmaceutiques qui a été souhaitée n'a pas eu lieu. À travers les échanges, la directrice générale de la CAMEG souligne quelques difficultés auxquelles sa structure fait face. Elle évoque aussi des solutions comme celle prise pour barrer la route aux incendies. Et pour le ministre burkinabé en charge de la santé, cette visite est un honneur pour le pays. Il en profite pour saluer le travail des agents de la CAMEG. La CAMEG reste debout malgré tous les défis. Vous avez visité tout à l'heure avec nous le magasin de la quarantaine, où un certain nombre de boulots d'étranglement ont été levés avec la mise en place de détecteurs d'incendie, avec la mise en place de bâches à eau, avec la mise en place de murs coupe-feu. Donc il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour parer à toute éventualité dans ce sens. La coopération entre le Burkina Faso et le Niger en matière d'approvisionnement de produits de santé est en croissance depuis 2016. Elle a permis de faciliter l'approvisionnement des deux pays en médicaments contre des maladies tropicales négligées. Une semaine à Tchébélé, au dernier jour, nous retrouvons notre équipe de reportage sur la colline sacrée de Boulmouana. Des familles y vivent depuis des siècles et sont du reste chargées de l'intronisation du chef de Tchébélé. Immersion dans le quotidien des habitants de la commune en compagnie de Konsoun Koulibaly et Sonia Kokti. Plusieurs points de parking sur les chemins qui mènent à la colline sacrée de Boulmouana. À moto, à vélo ou en voiture, il faut parquer ici et continuer à pied. Il nous prend une quarantaine de minutes pour arriver à ce niveau où l'on nous explique que nous ne pouvons pas avancer. Nos caméras ne doivent pas filmer la cour principale de cette colline où la vie date. Nous sommes reçus sous cet arbre et ensuite conduits ici. Ce qui fait que vous ne pouvez pas filmer certains endroits, il y a une interdiction. Ici, c'est sacré. L'interdit ici ne connaît pas la caméra, seulement les humains. Donc si des éléments étrangers viennent ici, l'interdiction va tout détruire. Ceux qui nous reçoivent sont de la famille Ouangabou, la famille principale des 5 vivants sur cette colline. Les Ouangabou sont des descendants directs de l'ancêtre Ouanga qui s'est installé ici le premier. Notre histoire n'est pas écrite. Je ne peux pas dire depuis quand exactement nous vivons ici. Il n'y a pas d'archives. À ma naissance, j'ai trouvé la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Mais nous pouvons évaluer en disant que nous sommes la 14e génération. Nous avons par contre accès aux habitations et à l'espace autour de la famille principale. Le quotidien ici implique ce type de corvée et une certaine organisation s'impose pour économiser ses forces. Les conditions de vie sont difficiles. Nous devons monter et descendre tous les jours. Je m'organise. Je commissionne les femmes par exemple pour acheter les légumes. Les doléances de ceux de la colline de Boulmouana sont des routes, une école et de l'eau. L'activité agricole ici, selon les habitants, est difficile du fait de l'impossibilité d'usage de tracteurs. Ils y vont directement à la Daba sur des terres insuffisantes.
Nous demandons aussi des terres à certaines personnes pour cultiver. Nous consommons ce que nous produisons. Si ça ne suffit pas, nous achetons aussi au marché. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas produire plus. Nous ne pouvons pas produire plus. Nous ne pouvons pas produire plus. Pour certains jeunes qui ont dû, par moments, vivre dans des villes différentes pour des raisons telles que les études, ils estiment évident qu'ils peuvent être amenés à se construire ailleurs. Mais cela ne pose aucun problème, bien que la vie sur cette colline doive être conservée. Nous sommes obligés de vivre ici. C'est le mode de vie que nous connaissons depuis toujours, donc nous sommes obligés de fonctionner ainsi. Mais il ne va rien arriver à ceux qui partent vivre ailleurs pour certaines raisons. Avec les études, si on part à Ouara, souvent on gagne du boulot là-bas, souvent on nous oblige, la vie nous mène là-bas. Donc on peut pas forcément suivre ce qu'ils disent. Les mariages des habitants se célèbrent obligatoirement sur cette colline. Il est défini des heures limites d'entrée et de sortie de la colline sacrée de Boulmona, mais ces informations restent secrètes. Nous terminons cette semaine à Tchébélé avec des proverbes couramment employés par les Kassena, des proverbes employés dans différentes situations de la vie, notamment pour faire la morale ou exprimer un degré de détermination. Nous vous proposons quelques-uns dans ce reportage de Konsun Koulibaly et Sonia Kokti. Les deux premiers proverbes employés couramment chez les Kassena que nous avons recensés enseignent la prudence dans l'hygiène de vie pour éviter la maladie et face aux situations avant qu'elles se compliquent. Les Kassena disent « Une grosse tête vaut mieux qu'une maladie grave ». Avec une grosse tête, les autres peuvent se moquer de toi, mais cela ne te tue pas. Par contre, face à la maladie, tu es impuissant. Comprenez qu'il faut se préserver de la maladie, mais ne pas s'inquiéter des défauts physiques. Quand on entend le cri de la pintade, c'est qu'elle est déjà piégée. Si elle savait, elle n'allait pas s'aventurer vers le grillage. Ce proverbe nous enseigne la prudence et il faut toujours bien réfléchir avant de s'engager dans certaines situations, car le danger peut nous surprendre. Dans la suite, l'union, l'honnêteté et la loyauté, même dans l'adversité, la patience et la foi sont relevées comme des valeurs qui sont rappelées par moments dans certaines situations. Ça veut dire que si tu veux te venger de quelqu'un, il ne faut pas te cacher quoi. Il faut le laisser te savoir. Lui aussi, il va se préparer, non? Pour que vous vous affrontez. La nourriture du crapaud ne monte pas sur un arbre. C'est pour en fait dire que chaque chose a son temps. Puisqu'on sait que le crapaud ne peut pas grimper un arbre. Mais en fait, la profondeur du proverbe, c'est pour dire patiente-toi car chaque chose vient avec son temps. Même si tu te bats comment et si le jour n'est pas encore arrivé, ça sera toujours dur. Une seule main ne ramasse pas la farine. Ce proverbe, car moi je quitterai ce monde bientôt. Et j'aimerais que mon travail reste. En ce moment, les enfants autour de moi m'aident. Alors la morale, c'est l'union comme une valeur importante pour les générations futures. Dans la vie quotidienne, chez les Kassena, les populations restent attachées aux traditions, à la transmission orale. Ces proverbes étaient donc déjà employés par des générations très anciennes, nous a-t-on confié. Voilà donc pour la semaine à Tchébélé. De Tchébélé, nous nous rendons sur le site de granit de Laongo pour y retrouver la ministre nigérienne en charge de la culture. Présente dans le cadre du Cito Vitro, elle y a fait un tour pour découvrir davantage les œuvres du site de renommée internationale. Urbain Benito Somé et Oumou Sissi. Les sculptures sur granit de Laongo se laissent découvrir par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme du Niger. Des sculptures qui racontent chacune une histoire. Ces œuvres réalisées par des artistes de plusieurs nationalités émerveillent l'invité du jour. J'avoue que ça a été une visite très enrichissante avec toutes les œuvres que nous avons eu à visiter et avec le guide qui nous a fait passer beaucoup de messages. Les messages sont très bien passés. Et chaque œuvre nous interpelle par rapport à toutes les
situations auxquelles nous faisons face aujourd'hui, à savoir l'insécurité, à savoir cette perception qu'on doit avoir des messages qui nous sont véhiculés par certaines télévisions, certaines radios au niveau international. Dans ce musée à ciel ouvert, l'œuvre qui a le plus marqué la ministre nigérienne est l'œuvre dénommée « Le visage voilé du Malien Amidou Koumaré ». Un rappel, le site de granit de Laongo a été créé en 1999 par le ministère en charge de la culture sur initiative du comité des artistes plasticiens en vue de sauvegarder et valoriser les valeurs identitaires et promouvoir la sculpture sur pierre au Burkina Faso. Halte a aussi été faite en marge de l'édition spéciale du Cito Vitro pour saluer le mérite des acteurs qui, par leur abnégation, participent au développement du tourisme burkinabé. 5 acteurs du secteur ont reçu des médailles des ordres du mérite burkinabé. Instant de décoration avec Nongba Kouda et Frédéric Nikema. Le 10 Tanier, pour marquer le début de la cérémonie de décoration pour cette édition spéciale couplée du Cito Vitro. 5 récipiendaires sont ici à l'honneur. 4 faits chevaliers et 1 élevé au rang d'officier, tous dans l'ordre du mérite des arts, de lettres et de la communication avec agrafe, tourisme et hôtellerie. Des sentiments de joie et de fierté d'être promu à cette distinction. Cela montre que notre travail avec les collaborateurs était bien mérité. C'est l'occasion pour nous de raffermir davantage notre collaboration publique-privée. C'est un grand honneur pour nous-mêmes. Mais je voudrais également partager cet honneur avec tous mes collègues burkinabés. Le Cito, là, ça ne doit pas être le dernier. Il faut toujours faire nos mieux là, pour améliorer le secteur touristique au Burkina Faso. Cet honneur, cette distinction accordée, ça va nous donner beaucoup de motivation pour faire nos mieux. Pour le département en charge du tourisme, ces distinctions viennent reconnaître le mérite des acteurs qui font preuve de résilience, et ce, au regard de la crise sécuritaire qui impacte négativement le secteur. Le secteur du tourisme est sérieusement éprouvé dans ce contexte de crise sécuritaire. Alors nous avons des acteurs qui sont véritablement distingués, des acteurs qui ont fait preuve de résilience, des acteurs qui ont permis à ce secteur donc, de rester debout malgré le contexte que nous connaissons tous. Et ce matin, nous avons voulu reconnaître leur mérite et les encourager à s'engager davantage. Reportée à 5 reprises pour des raisons d'insécurité, l'édition de 2023 est placée sous le thème promotion du tourisme interne, facteur de résilience. La cérémonie de clôture est prévue ce 29 octobre à Ouagadougou. Et de 13 pour les retrouvailles de Réau. L'édition de 2023 se tient sous le signe de la résilience et la promotion du civisme dans la province du Sangué. La cérémonie de lancement a servi de cadre pour rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité et au VDP. L'ambiance de la cérémonie d'ouverture avec Jean-Eudes Bayala et Amadou Marcel Tou. La promotion du civisme au cœur des grandes retrouvailles Réau dans la province du Sangué. La 13e édition prend ses marques à partir du 10 Tanier pour davantage vulgariser la fibre patriotique depuis la place de la nation de Réau. Cette année, ce rendez-vous socio-culturel entend rendre hommage à tous les acteurs de la lutte contre l'insécurité. C'est pour célébrer la combativité de ce peuple-là. Il y a un an, il n'était pas encore possible, sinon imaginable, avec tout ce qui s'est passé dans nos communes de Dassa, de Tenado et tout récemment à Zawara. Les populations refusent de se résigner, les populations refusent de se lamenter, mais ils ont décidé d'aller au combat. C'est sous ces signes-là que se tient cette 13e édition. Nous sommes très fiers en tant que fils du Sangué de venir accompagner les organisateurs de ce festival. Vous avez vu qu'en tout début, nous avons entonné ensemble le Ditanier, l'hymne de la victoire, l'hymne qui nous donne espoir. Et nous avons fait cette prière patriotique pour dire que nous resterons debout et que le Burkina Faso restera debout.
Mobilisés autour de leur identité culturelle, le bilan, les ressortissants et les festivaliers sont invités à faire de la promotion de la cohésion sociale un idéal pendant ces 96 heures de festivités. Nous saisissons l'organisation de cette 13e édition pour inviter toutes les populations et toutes les couches de la province du Sangué, notamment les filles, fils et sympathisants également de la province du Sangué, à se mobiliser, autour de la chose commune qui est Retrouvailles Réo. Les Retrouvailles Réo, c'est aussi le brassage culturel avec un plateau artistique étoffé et diversifié. Une cinquantaine d'artistes musiciens du Burkina et de la Côte d'Ivoire pour communier avec les festivaliers et célébrer chaque soir la résilience dans le Sangué. Même ambiance au quartier Tanguin de Ouagadougou. Il vit depuis le 25 octobre dernier au rythme du Festang, édition 7. Une édition placée sous le thème Identité culturelle et promotion du vivre ensemble. Issoufou Kabouré et Jérôme Tendano. Connu sous le vocable Festang, voici le 7e rendez-vous du festival de Tanguin. Sur cette place du stade olympique Naba Bongo, autorités coutumières, administratives et jeunes du quartier Tanguin sont mobilisés pour assister au top de départ du Festang 7. Aujourd'hui, cette activité est devenue très importante pour le Burkina. Alors je voudrais donc inviter les populations de Tanguin à s'approprier ici donc cette affaire. À se l'approprier parce que bien évidemment, les organisateurs ont à cœur de faire perdurer l'événement, mais il faut aussi et surtout l'adhésion des populations pour que ce festival puisse être véritablement ce que nous voulons qu'il soit. Ce festival est une tribune d'expression artistique et de renforcement du tissu social. Cette 7e édition se veut également résiliente, avec au menu une innovation culturelle. La musique d'intégration religieuse qui va regrouper les 3 religions majeures au Burkina Faso, pour ne citer que les religions révélées. Et au-delà de cela, nous avons enrichi davantage notre foire d'exposition. Nous avons également amélioré l'organisation de nos compétitions sportives. Raison pour laquelle on a souhaité en tout cas que les uns et les autres se remémorent et se plongent davantage dans leurs propres connaissances pour enfin accepter l'autre dans sa cité, l'autre vivre à ses côtés. Depuis 2017, Tanguin vibre au rythme de cette activité culturelle. C'est également un canal de partage d'expériences entre les filles et fils de la ville de Ouagadougou. Les organisateurs espèrent que les 4 jours du Festang servent de cadre de transmission de connaissances sur la culture. La paix et la cohésion sociale également promue au travers des marathons dans la province du Kouritenga. Le rendez-vous sportif qui est sa 2e édition regroupe des centaines de participants du Burkina Faso et de 10 autres pays. L'ambiance avec Issoufou Kabouré et Alain Didier Compaoré. Décidément, le marathon de la paix du Kouritenga est une affaire de Ghanéens. Après le récent partage à la première édition, les Ghanéens n'ont laissé de nouveau aucune chance à leurs concurrents en raflant les 5 premières places de la compétition. Dès le coup d'envoi donné par le Premier ministre, le docteur Apollinaire Joachim Song Kelem de Tambela, les Ghanéens affichent à la sortie de la ville de Kouritenga leurs ambitions. Ils sont seuls en tête, se succèdent dans la conduite du marathon jusqu'à Koupela. Richard Pouetou, Yamputi Malan, Vumborich Noir prennent une grande distance avec leurs poursuivants. À Sapaga, Richard est seul en tête. Il ne sera plus rattrapé et franchit la ligne d'arrivée en solitaire en 2h27 minutes 44 secondes. Le premier des Burkinabés, Soudou Ouedraogo, arrive 6e après les 5 Ghanéens. Chez les dames, ce sont les Béninoises et les Ghanéennes qui dictent leur loi. Colette Ayade du Bénin est donc première. Yacouba Diallo en homme et Yolande Wango en fille chez les élèves
sont les vainqueurs aux 5 km. Au niveau des personnes vivant avec un handicap, Noélie Amero en dame et Georges Tourma en homme sont les plus rapides sur la ligne. Un marathon couru sous le thème des foulées pour la reconquête de la paix durable. Vous avez vu déjà l'engouement que cela a pu susciter et les participants venaient de toutes les communes du Kouritenga et même des autres régions et même de l'international. Vous avez vu que ça a drainé beaucoup de monde et vraiment c'est une fierté pour la région du centre-est d'avoir abrité cela. Alors les objectifs, c'est surtout réunir l'ensemble des fils et filles donc, du pays, réunir donc nos populations, nos VDP, nos forces de défense et de sécurité pour passer des messages de cohésion, de solidarité et des messages de vivre ensemble. Et donc on est dans l'obligation aujourd'hui d'éduquer, de conscientiser, de faire la promotion de la paix partout où besoin est pour qu'enfin on puisse reconquérir notre territoire entièrement et que le Burkina Faso redevienne un havre de paix. Richard Kwetou reçoit des mains du Premier ministre le docteur Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA plus la médaille d'or. 500 000 francs CFA pour Colette Ayadé, la lauréate chez les dames. Les gagnants de la course chez les personnes vivant avec un handicap reçoivent des motos et une enveloppe de 150 000 francs CFA. Des kits scolaires, des motos électriques, une enveloppe de 100 000 francs CFA pour les lauréats côté élèves. Les nouvelles du Tour du Faso avant de refermer cette édition. Après 2 étapes sur le dos de Paul Daumont, la tunique jaune change de porteur après la 3e étape. Le critérium couru ce matin a été enlevé par le Belge Wout Rutger au sprint de 43,828 km/h. Paul Daumont est désormais à 3 petites secondes du Graal. Le top de départ de la 4e étape a été donné sur le boulevard Thomas Sankara avec 67 coureurs. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Merci à vous qui avez été des nôtres durant cette semaine. On se dit à très bientôt sur les antennes de la télévision du Burkina.